On repart, les amis. Marque employeur de l'État. La pénurie de candidats menace le bon fonctionnement des services publics, dit Amélie de Montchalin. Montchalin, oui, c'est ça. Oui. Besoin de recrutement de 100 000 personnes par an. Nombre de candidats au concours de la fonction publique divisé par 3 en 25 ans. Mais, pardon d'y revenir, mais on avait 70% des Français qui voulaient devenir fonctionnaires il y a 20 ans, et désormais, c'est autant de Français qui veulent devenir entrepreneurs aujourd'hui. Dingue, hein. Cette mutation, c'est une transformation du pays, et une transformation vraisemblablement plus importante que toutes les transformations politiques et autres. C'est une sociologie, un état d'esprit, une vision du monde qui s'est transformée. Et effectivement, je pense C'est que pas aussi un effet de la paupérisation du secteur public, Philippe ? Probablement. Quand on regarde les rémunérations à l'université, par exemple, il est plus intéressant d'aller ailleurs que de rester à l'université. Quand on a des problèmes d'enseignement des maths, on a beaucoup parlé de l'enseignement des maths, qui va enseigner les maths aujourd'hui ? C'est pas les premiers de la classe. Les premiers de la classe, ils sont recrutés ailleurs. Et donc, et ceux qui restent sont effectivement enseignent et à des taux de salaire qui sont très faibles. Donc, il y a 20 ans, comme le disait Léonidas, les rémunérations étaient pas proches, mais pas trop éloignées. Et de ce fait-là, la sécurité de l'emploi jouait un rôle absolument considérable. Aujourd'hui, il semblerait que les écarts soient... Tu prenais les profs, on est passé de 2,5 SMIC à 1 SMIC,2 en ce qui concerne... Oui. Alors là-dessus, ça se discute aussi. Le salaire de profs. Par rapport, quand on regarde le salaire des profs, c'est vrai que cette statistique a été publiée, mais quand on regarde par rapport au salaire médian, le mouvement est nettement moins marqué. C'est simplement le SMIC a augmenté très, très rapidement, et donc ça a compressé. Mais ça pose une autre question, qui est celle de la compression des bas salaires, qui pose pas mal de questions d'incitation. Bon, mais au-delà de ça, on a un sujet quand même, c'est-à-dire qu'effectivement, ces services publics, s'ils ne peuvent plus fonctionner faute de candidats... Il y a peut-être une autre question qui est posée. Il y a peut-être une autre question qui est posée. C'est celle de l'efficacité des politiques publiques, celle de l'efficacité de l'État. Parce que la question quand même qui est posée sur l'État depuis 20 ans, c'est de la productivité extensive. On a besoin de quelque chose, donc on crée un poste. Ouais. On a besoin de quelque chose d'autre, on crée un deuxième poste. Ouais. Mais pour autant, la productivité de chacun des postes n'est pas forcément à la hauteur de ce qu'on attend. Et ça, c'est le vrai souci. Alors, ça se traduit par des hausses de prélèvements, par une dynamique dans laquelle l'État prend un poids Donc, important. ce que tu nous dis, c'est que contraint et forcé, il va bien falloir qu'ils se mettent à réformer l'appareil d'État si jamais il n'y a plus assez de gars pour le faire fonctionner dans ce que tu appelles la productivité extensive. Qui deviendrait intensive. Voilà, pour le coup. Je voudrais illustrer ce que dit Antoine Vécher sur un autre point. Non, Philippe. Philippe, oui, décidément, c'est pas besoin. Antoine Vécher, c'était un candidat... C'était écologiste. Écologiste. Absolument. Il y a très longtemps. Des premiers. Il y a très longtemps. Il y avait une histoire de parti européen, non ? Parce que je crois que j'ai voté pour lui, moi, quand j'étais très jeune. Il y avait deux logiques, mais dont je ne saurais plus dire. Ils n'avaient pas fait un truc avec Soissons, etc. Là, c'est ça, dans les années 90, là, quelque chose comme ça. C'était une petite digression accidentelle. Ça s'appelait ERE. Je ne sais plus ce que ça voulait dire, mais ça s'appelait R. On va reprendre écologiste républicain européen. Les Verts, ça doit être l'assemble de plusieurs officines. C'était les années 90. Juste revenir à ce que Philippe Vécher disait concernant, que je voudrais exprimer autrement. C'est la foi dans la capacité de l'État à permettre d'atteindre un idéal. Quand on fait des sondages sur en quoi croyez-vous pour transformer le monde, les politiques se sont totalement écroulés, on doit être à 20-25%, alors que l'entreprise est à 70%. Et je pense que ce qui motivait énormément les jeunes à vouloir aller vers la fonction publique il y a 20 ans, c'était de se dire « je veux m'engager pour mon pays ». Quand aujourd'hui on est motivé par la foi qu'on a un talent, que l'on a une volonté et qu'on veut l'investir quelque part, de moins en moins on se dit
pour atteindre mon objectif et mon idéal, je vais rentrer dans la fonction publique. Et on se dit de plus en plus, je vais entreprendre parce que c'est là que je vais pouvoir m'accomplir. Et je pense que ça se traduit dans cette chute de l'attrait pour la fonction publique. Je partage cet avis, c'est-à-dire qu'il y a une projection qui est plus aussi belle qu'elle n'a pu être, qu'elle ne pouvait l'être. Les gens sont un peu désabusés, c'est-à-dire ils ont le sentiment que leur engagement est un peu passé par pertes et profits quand ils travaillent pour le service public, sauf à ce que localement, il y ait du management de qualité qui soit réalisé. Je pense que la crise de la fonction publique, c'est la crise du management de la fonction publique. Ah, je suis 1000 fois d'accord là-dessus. C'est-à-dire qu'en fait, la question n'est pas de savoir si on a plus, si on a trop, si on n'a pas assez, ils sont assez payés, pas assez payés. La question, c'est qu'en fait, les conditions de travail en fait, au sein de l'État sont encore dans un archaïsme, effectivement, qui fait de la peine pour les gens qui y travaillent. Et il m'arrive d'intervenir dans ces univers. Les gens s'interpellent encore avec des titres longs comme le bras, se parlent comme si s'envoient des mails comme si ils s'envoyaient des injonctions, si c'était les impôts qui se parlaient. Et en fait, ils regrettent finalement de devoir être des instruments d'un machin, alors qu'ils sont des personnes et que les personnes qu'ils sont ne sont pas considérées. Et que tous les idéaux qui les avaient motivés sont passés à la trappe. Totalement par perte et profit. Mais franchement, ce que vous décrivez en termes de désarroi de la fonction publique, et effectivement, il n'y a pas de gestion RH dans la fonction publique, enfin en tous les cas, telle qu'on la connaît dans les entreprises, c'est un archaïsme dont ils souffrent tous et qui fait que... Et il y a même un énorme malentendu, parce qu'ils se font une projection, ils se font une représentation de l'entreprise qu'ils détestent. Ouais. Et je sais pas ça. En fait, c'est ce que tu ressens quand tu vas, parce que ce qui s'est passé durant le confinement, la mobilisation de l'URSSAF, enfin que moi j'ai vécu personnellement, c'est. Mais si tu veux, en termes d'idéologie, en termes d'idéologie, l'entreprise est considérée comme un environnement qu'on ne veut pas singer quand on est dans le service public. D'accord. Et c'est normal parce que ce qui a été importé de l'entreprise et le pire de l'entreprise. Or aujourd'hui, l'entreprise, elle fait attention, elle est bien consciente du fait que l'engagement, il faut avoir de l'empathie pour diriger. Et en fait, c'est pas du tout une qualité qu'on attend. En fait, on attend ce que les gens soient capables, en fait, au nom de l'égalité, au nom de la neutralité. On considère en fait que toute l'empathie n'est pas une qualité managériale dans l'État. Alors peut-être que les gens qui m'écoutent vont être consternés de ce que je dis, mais c'est un peu ce qui ressort en fait des relations de travail. Bon. Et si je rajoute un point, réenchanter la fonction publique. Réenchanter la fonction publique. C'est très intéressant. D'abord, je pense que c'est lié avec beaucoup de débats que l'on a. Lorsque Valérie Pécresse parle de l'administration administratisante... Administrante. Administrante, merci. Je pense qu'elle... L'administration Oui, administrante. Oui, mais elle met... Non, d'accord. Je mets un peu de temps à le dire. On ne va pas rentrer sur ce débat. De bonne grâce, on ne va pas le faire. Mais l'administration administrante, c'est probablement aussi ce qui tue la passion de la fonction publique chez ceux qui sont allés la faire au fusil. Donc moderniser tout ça, c'est vraiment un chantier. Je pense qu'il y a deux choses. Il y a effectivement une perte de confiance dans la dynamique politique associée. Moi, quand il y avait un sondage il n'y a pas très longtemps sur la confiance dans les hommes politiques, et que je rejoins, je rapproche de ça, entre la France et l'Allemagne, c'était assez proche jusqu'en 2012. Et en Allemagne, c'est resté très fort. En France, ça s'est complètement effondré. Donc il y a une interrogation sur la chose publique. Et puis il y a un autre élément, c'est que les conditions matérielles de fonctionnement sont généralement pas celles que l'on retrouve ailleurs. Des vieux logiciels, des choses implantées des vieux bureaux, vieux... On a l'impression quand même, et c'est ça qui est terrible, c'est que on a des prélèvements qui sont très élevés, mais on a du mal à alimenter. Tout à l'heure, on parlait des primes à verser aux salariés, etc. Là, le fonctionnaire de base n'a pas le sentiment que le prélèvement très élevé qu'il y a sur l'économie française se retrouve dans son quotidien. Ça, c'est clair. Et si on peut rajouter un point, mais un mot, point qui a fait débat cette semaine, c'est la question de
l'énormité de ce qui est confié à des consultants externes, qui représentent l'équivalent du budget de la culture. En fait, quand on confie des enjeux de transformation à des tiers, la capacité des équipes à apprendre, elle est plus réduite. Et je pense qu'en fait, il y a beaucoup de... Je ne peux pas suivre sur ce point-là. Non, c'est non, le premier sujet de désaccord que l'on a eu. On peut. C'est difficile de demander aux gens qui ont installé un système de piloter. Pas que. C'est-à-dire, moi, je crois beaucoup à la capacité des entreprises à redevenir apprenantes en se coltinant des sujets qui les remettent en question. Total a besoin de faire sa transformation digitale. Ils vont aller chercher McKinsey. Enfin, oui, mais pas. Moi, je crois qu'au contraire. Et d'ailleurs, Mathieu Courtecuisse. Attends, juste un mot, parce que Mathieu Courtecuisse, patron fondateur de SIA Partners, qui est l'un des cabinets de consultants qui interviennent auprès de l'État, en a parlé avec nous très librement. Il sera avec nous dans 2 jours, là, d'ailleurs. Et pour lui, c'est justement le signe que l'État est en transformation. Ce serait le contraire qui serait une catastrophe pour l'État. Il n'y a pas une entreprise qui se transforme toute seule, c'est pas possible. Je suis d'accord là-dessus. Ce que je dis, c'est que la façon de le faire, c'est qu'en fait, c'est fait en dehors de l'équipe interne. Mais c'est pas vrai. Mais si, c'est caricaturé. Mais j'en ai vécu un certain nombre. Et la question, c'est qu'en fait, comment tu fais pour que tes équipes en fait changent fondamentalement de logique? Parce qu'en fait, la difficulté, elle est là. Si personne ne fait changer la logique interne des équipes, en fait, les gens sont à la fois malheureux de ne plus être dans le film et en même temps incapables de l'être. Et c'est ça qui les rend aussi complètement tristes. Non, mais tu vois, que ce soit... Et c'est pas que l'autotransformation. Que ce soit bien fait, mal fait, qu'il y ait un sujet peut-être, il y a une commission d'enquête sur du Sénat là-dessus, c'est très bien, parce que c'est son job pour le coup. Problème sur les appels d'offres, sur des reconductions automatiques, etc. Et tout. Ok, ça c'est des vrais sujets. Mais l'idée que les cabinets de conseil, ils sont nécessaires au cœur de l'État, comme ils sont nécessaires au cœur de L'Oréal, comme ils sont nécessaires... Je l'ai mal peut-être un exprimé. jour, d'ailleurs, nous-mêmes, on l'a fait à Bismarck, si tu veux. Déjà, tu vois. Mais bien sûr. C'est une évidence. Enfin, d'abord, je prêche contre ma paroisse, parce que ce que tu expliquais tout à l'heure, c'est que c'est aussi mon métier. Voilà. Donc, le point n'est pas là. Ce que je dis en revanche, c'est qu'il y a des façons de transformer qui impliquent de faire évoluer les logiques culturelles à petit feu, et que ça n'est pas entrepris. Voilà, c'est ça que je dis. Philippe, l'inflation. Bah oui, quelques minutes quand même pour profiter de ton expertise, pour te faire bosser quand même, 5 minutes. Donc, Commission européenne, au-dessus de 3% jusqu'à l'été, avant un reflux sous les 2% en France et à 2,1% en Allemagne. On est donc à 7,5% aux États-Unis. Toi, tu es à peu près en accord avec cette idée qu'en Europe, dans 6 mois, on n'en parle plus ? Ouais. Voilà. Oui. Et en revanche, aux États-Unis ? Pareil. On n'est pas sur les mêmes logiques, exactement. Donc on est en train de s'enflammer pour rien quand même avec cette histoire. Non, il y a 2 choses. Quand, la situation européenne est extrêmement intéressante de ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'on a une inflation à 5,1% au mois de janvier. La moitié de cette inflation est expliquée par l'énergie. Pétrole, électricité, gaz. Et donc, ce sont des points sur lesquels la Banque Centrale Européenne n'a aucun impact. Ouais, Elle ne va pas aller voir, Christine Lagarde ne va pas aller faire une tournée au Moyen-Orient pour augmenter la production, etc. Ce n'est pas son job et elle n'a pas la capacité de le faire. Par contre, ce qui l'inquiète aujourd'hui, c'est de se dire, on observe que les prix de l'énergie vont rester très élevés et avec un impact sur les consommateurs. En Angleterre, par exemple, le gouvernement a indiqué qu'au mois d'avril, la facture énergétique augmenterait de 54%. L'INSEE, dans sa note la semaine dernière, dit si le gouvernement ne prend pas en charge la hausse de l'électricité, c'est 1 point d'inflation en plus au mois de juin. On est déjà à 3,4 dans leurs prévisions. Ça veut dire que si ça s'inscrit dans la durée, il y a besoin de... Chacun va réclamer une prime d'inflation pour les salariés, pour les investisseurs. Et donc, on change les règles du jeu. C'est-à-dire qu'on rentre dans une dynamique d'indexation qu'on avait écartée depuis Jacques Delors en mars 83. Mais pas si ça retombe dans 3 mois, Philippe. Mais là, on est dans la logique de... voilà, il y a eu une demande extraordinaire qui s'est adressée aux entreprises au printemps 2021 pour différentes raisons, notamment la relance américaine, et les entreprises n'étaient pas prêtes. Donc il y a une espèce d'embouteillage, et on est encore dans l'embouteillage.
Et à un moment donné, l'embouteillage ça va se fluidifier. Se fluidifie et les choses passent. Simplement, la question qui est posée aujourd'hui, c'est est-ce que s'inscrire dans la durée va changer ou pas les anticipations? Parce que le prix de l'essence est très élevé, parce que le prix du kilowattheure à 300 € le kilowattheure, c'est très cher pour tout le monde, et que là on le mutualise via l'État. Est-ce qu'on pourra le faire dans la durée, sachant que demain la demande d'électricité explose? Donc il y a une vraie question autour de ça, et comment le prix de l'énergie... Mais donc tu es en train de nous dire quoi, Philippe? Alors d'abord c'est mégawattheure quand même, 300 €, t'en as un peu plus qu'un kilo. Oui. Mais on a tous compris. Mais tu es en train de nous dire que tu n'es pas tout à fait sûr en fait que ça retombe. Tendanciellement, ça doit retomber. Ça va retomber progressivement, c'est-à-dire que... Si on ne fait pas trop d'anticipation, ce que je comprends. Voilà, on est raisonnable, entre guillemets. Quand on regarde l'inflation en zone euro... Contrairement à ce qu'on disait tout à l'heure, il faut que les patrons tiennent les salaires. Non, il y a deux choses. On peut mettre des primes aujourd'hui, mais qui ne s'inscrivent pas forcément dans la durée. Ouais, voilà, c'est ça. Et aux États-Unis, la question est différente, parce que la relance Biden du mois de mars a eu des effets considérables sur le prix des biens, sur le prix des services, et que là, la Banque centrale américaine doit peser sur ces questions. En zone euro, quand on regarde l'évolution du prix des biens et des services, on a des ajustements parce que les coûts les coûts de matières premières sont un peu plus élevés, etc. Donc on ajuste, mais il n'y a pas de rupture. Aux États-Unis, il y a des ruptures et la Banque centrale est obligée d'intervenir. On est sur deux dynamiques très différentes, mais à un moment donné, les primes qui ont été versées aux États-Unis vont s'épuiser, les salaires auront été un peu augmentés, mais ça va s'arrêter, et donc les choses devraient retrouver une allure plus normale. La vraie question qui est posée sur les mois qui viennent, moi je dirais les années même, c'est la question du prix de l'énergie. Ça, je pense que c'est la vraie question. Tout à fait. Mais là, ça évidemment, mais là, de manière très immédiate, c'est la une du Monde là aujourd'hui. Je crois que c'est et de loin maintenant la première préoccupation des Français, c'est le pouvoir d'achat. Bon. On est en train de faire monter un sujet qui va redescendre comme une chantilly pas fraîche. En fait, l'inflation, ça rassure un peu, quoi. Voilà. Oui. L'inflation, c'est une qu'on voit aujourd'hui, c'est on a été rationné. Oui, mais ça fait 6 mois qu'on dit ça, donc à un moment. Oui, mais les processus prennent du temps. Si on est tous les trois à vouloir acheter un vélo neuf, que tu es seul fabricant, imaginons, et que tu n'as qu'un seul pédalier, ça prend du temps. Et surtout, ça va vous coûter très très cher. non, mais d'où l'inflation. On a cette problématique du temporaire. Quand on regardera les statistiques dans 10 ans, on verra effectivement un pic d'inflation en 2021-22. On dira oui, ça a été temporaire. Sauf que quand on le vit, effectivement, c'est plus compliqué. C'est ça Léonidas, un mot, parce qu'il faut qu'on garde un peu de temps pour parler de ta souveraineté numérique. De notre souveraineté numérique. De notre souveraineté numérique. Donc on passe tout de suite à la souveraineté numérique. Je vois, absolument. Donc, tu es délégué général de l'Open Internet Project, association européenne fédérant les acteurs privés du numérique. Absolument, oui. Et donc... vous voulez des propositions offensives face à l'effet vicié de la superpuissance des GAFAM qui ne respectent ni nos lois ni nos institutions et dont la place ne cesse de gagner en importance. Oui, c'est très... Concrètement, il nous reste 10 minutes max. Concrètement, qu'est-ce que ça peut être? Alors, par exemple, l'impact des marchés publics qui ont le choix, on choisit, je ne sais pas, un cloud, entre prendre la solution Amazon, la solution Google, la solution Microsoft, ou bien dire, en France, on n'a pas un seul acteur, mais en revanche, si on met 5 acteurs côte à côte, eh bien, on a l'équivalent. Et nous n'avons pas les mécanismes capitalistiques qui ont permis d'avoir des concentrations verticales comme celles qu'on a aux États-Unis. Donc, pour les acteurs américains, ils sont sur étagère, ils sont prêts, et ils sont les marques que j'ai données. En France, c'est un peu plus compliqué, ou en Europe. Il faut qu'on agrège, avec la commande publique, un certain nombre d'acteurs. C'est d'ailleurs, souvent,
la commande publique qui a permis d'agréger des acteurs aux États-Unis comme des Amazon ou des Microsoft, et qui ont permis ces concentrations verticales. Bon, ça c'est l'une des priorités de la présidence française, revoir le code des marchés publics justement pour le permettre. Oui, pour permettre ces agrégés. Nous pensons, autre mesure très, très importante, la publicité digitale. C'est un élément absolument crucial. La publicité digitale, en France, c'est 8 milliards d'euros. C'est la seule publicité en croissance. L'essentiel part entre les mains de Google et de Facebook. Google et Facebook, ça agrège, ça absorbe, ça siphonne à peu près 90% de cette manne. Et ils vont la cibler principalement là où ils ont un certain nombre d'intérêts, sur le moteur de recherche Google, sur YouTube qui appartient à Google, sur leur propre espace. D'accord, mais qu'est-ce que tu veux faire contre ça? Alors, si on donnait de ces 8 milliards la part qui revient aux médias comme Bismart, qui sont des médias qui ont besoin aussi de publicité pour vivre, eh bien, si leur part d'audience et leur part de marché est équivalent, eh bien, la part de marché des médias leur donnerait 1 milliard de plus. Ça, Léonidas, c'est les décisions d'acteurs privés. Si L'Oréal ne veut pas annoncer sur Bismart et préfère Google... Il n'y a aucun problème. En même temps, hein. Il n'y a aucun problème. Mais quel est le problème? Parce qu'il y en a un. C'est qu'il y a une telle opacité sur ce marché du digital, pour lequel d'ailleurs la Commission vient d'ouvrir à nouveau une enquête sur la publicité digitale. Et la France a infligé une amende de 220 millions d'euros à la fin de l'année dernière à Google. Il y a une telle opacité que c'est siphonné et que ce n'est pas les arbitrages des annonceurs. On veut que les annonceurs puissent se décider. Et pourquoi diable est-ce qu'ils se priveraient de mettre... Tu veux dire qu'une partie de ce que les annonceurs voudraient allouer, j'en sais rien, n'importe quoi, à des médias indépendants, se retrouve sur YouTube? Absolument. Donc ça, c'est un vrai travers qu'il va falloir corriger. Mais autre élément, peut-être, si vous permettez, pour illustrer, parce que je viens de parler que de problèmes économiques. Mais oui, mais on parle que de ça, là. D'accord, mais il s'avère qu'il y a un arrosage sur un tas de sites qui sont aujourd'hui des sites complotistes ou des sites de fake news. Comment est-ce que ces sites arrivent à vivre? Ils vivent de la publicité digitale qui est délivrée par des acteurs qui bizarrement d'ailleurs sont choisis par les pouvoirs publics pour faire de la chasse aux fake news, alors que ce sont ceux-là même qui leur donnent la main publicitaire qui leur permet de vivre. Tous les mécanismes qui ont été faits pour faire la chasse aux fake news sont faits notamment avec Google et l'AFP. Pourquoi est-ce qu'on est allé chercher Google, qui est un des principaux pourvoyeurs de publicité digitale pour ces sites? C'est absolument invraisemblable. Mais Léonidas, parce que c'est l'autoroute. Si tu veux renforcer la sécurité sur l'autoroute, tu vas voir Vinci. C'est un peu près normal quand même. Pour faire en sorte que ça ne se passe pas, c'est travailler sur les algorithmes de Google et de Facebook qui font que ces sites sont financés par la publicité digitale. Pas besoin de leur demander d'aller éteindre l'incendie qu'ils ont eux-mêmes allumé. Ensuite, on a d'autres propositions qui sont... Attends, mais qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'écoute avec beaucoup d'attention parce que je me dis, mais par quel mécanisme ça va passer? Comment on va faire évoluer les comportements pour que les gens puissent effectivement reprendre le pouvoir sur leurs décisions publicitaires? Alors d'abord, il y a un mécanisme extrêmement simple du publicité publique, parce qu'on avait jadis la loi Sapin, mais c'était dans le monde concret. Aujourd'hui, il y a à peu près 20 milliards de transactions jour sur la publicité digitale. Donc ça ne se manage pas comme on le faisait avec des contrats et la loi Sapin. Mais il suffirait d'avoir une règle consistant à dire que la part de marché publicitaire dans une campagne allouée à des médias traditionnels doit être la même que leur part d'audience. Il s'avère que c'est 25%. Eh bien, voilà une règle sur laquelle il suffit... Donc une obligation. Alors oui, parce qu'on a du mal aujourd'hui à le faire autrement, mais cette obligation-là, elle permettrait de corriger un travers, et je vois bien quelle serait tout de suite la réaction que l'on pourrait avoir des uns ou des autres, histoire à dire encore une règle. Dès lors que la règle corrige un dysfonctionnement, personnellement, je n'ai rien contre la règle. Tout à fait. Et l'ampleur du dysfonctionnement est telle, parce que les droits voisins qui ont permis de redonner un peu d'argent aux médias traditionnels, c'est quelques millions, voire quelques dizaines de millions d'euros pour les médias traditionnels. Là, on est en train de parler d'un manque à gagner de 1 milliard d'euros rien que pour la France et par an. Et très, très bizarrement, tous les accords que Google est en train de nouer avec les médias traditionnels sur les droits voisins, ils conditionnent ces accords au fait que ces médias leur donnent la pleine mainmise sur leur publicité digitale. Et bien là, on a à nouveau
un travers qu'il va falloir que l'on corrige. Mais il faut faire beaucoup de pédagogie. Parce que oui, mais il va falloir agir de manière vraiment déterminée, parce que même sur la question, qui est une question cruciale, comment est-ce qu'on fait pour que les règles soient appliquées? Aujourd'hui, on met des amendes. Désormais, on voit, j'ai la liste intégrale de toutes les amendes à Google. Ça, c'est juste les dernières en date. Et c'est encore les amendes infligées et pas celles qui sont en cours. Eh bien, vous avez 10 milliards d'amendes qui sont en cours. Alors, c'est l'Europe, c'est la France. Désormais, ils ont des amendes comme j'ai des PV d'absence de 10 novembre, novembre 21, 2 milliards 4, janvier 2019, 50 millions d'euros, décembre 2019, 150 millions d'euros, décembre 2020, 100 millions d'euros. Ouais, c'est des PV. C'est des PV. Juin 2021, 200 millions d'euros, juillet 2021, 500 millions d'euros, décembre 2021, 150 millions d'euros. C'est des PV. C'est totalement intégré dans le business plan de ces boîtes. Ils les payent au moins? Mais non, ils vont jusqu'au bout des recours. En fait, le problème des PV, c'est qu'ils ne sont pas payés. Et donc, le problème, non, mais quand bien même ils seraient payés, parce qu'au bout d'un certain temps, ils sont payés. Mais vous imaginez, pour Google, quand il a mené 12 années de procédure pour payer 2 milliards, sur 12 années, c'est des clopinettes. Donc, il va falloir trouver d'autres sanctions pour que nos lois soient appliquées et respectées. Et ça, c'est véritablement une question de souveraineté économique, politique. En tout cas, il y a un point, moi, sur lequel je suis assez sensible, c'est le fait que la commande publique favorise des grands acteurs établis. Et que le fait de pouvoir constituer des attelages avec plusieurs sociétés permettent effectivement de renouveler le genre et de donner accès à l'innovation européenne ou française, à la commande publique. Et c'est vrai, par exemple, dans l'univers de la formation. Dans l'univers de la formation, moi, je préside une association qui s'appelle France Apprenante. Dans France Apprenante, on cherche à fédérer un certain nombre d'acteurs qui permettent aux gens d'apprendre autrement. Et on est souvent confronté à des commandes publiques où il y a d'un côté un très gros acteur et de l'autre côté rien du tout. Et donc, faut vraiment ramer pour mettre bout à bout plein de petits buts. Allez, on est quasiment au bout, les amis. L'exemple des Américains. Regardez Palantir. Palantir est né de la commande publique. Ils étaient 3. Une boîte de 3. Ils ont eu 1 milliard pour faire Palantir. Et désormais, c'est l'acteur dominant dans le monde. Oui. Il suffit de faire ce Philippe, 2 minutes. Moi, je trouve que le problème de cette question, c'est que en fait, on n'a pas de marché intérieur européen. On est incapable de créer des entreprises qui aient une taille suffisante. Donc, on agrège les choses. Mais il est toujours très compliqué de s'installer en Allemagne, en Italie, etc., pour faire une dynamique globale. Qu'est-ce qui fait la force des boîtes américaines, des GAFAM? C'est qu'ils ont effectivement l'aide publique, mais tout le monde a l'aide publique. C'est pas une spécificité américaine, mais ils ont un marché considérable. Et donc le marché intérieur, c'est celui sur lequel ils se développent et sur lequel ensuite ils ont une taille suffisante pour avoir un effet de levier. Doctolib aux États-Unis serait aujourd'hui l'acteur majeur de la santé mondiale. Exactement. Voilà. Exactement. Et il est en train d'essayer de se développer en Allemagne. Voilà. Exactement ce que dit Philippe. Parce que dans ces conditions, le client marginal ne coûte rien. Ouais. Alors que nous, il coûte encore. Ce qui est un point très important, parce que la gratuité est aujourd'hui encore une des manières de contourner toutes les règles de marché public. Ils arrivent avec des offres gratuites, prennent la totalité d'un secteur, alors que les boîtes qui naissent et qui sont en croissance, eh bien forcément, elles sont obligées de vendre leurs services. Donc d'un côté, on a quelque chose de payant, de l'autre côté, quelque chose de gratuit. Et là encore, ça empêche l'émergence d'une alternative française et européenne. Il nous les faut. Et c'est un sujet présidentiel. Mais c'est l'intérêt. Vive la République, vive la France. Et on se retrouve demain. Et les entrepreneurs pour la République. Et les entrepreneurs. Surtout les entrepreneurs. Voilà, l'autre il dit surtout la France, nous on va dire surtout les entrepreneurs. Il y en a qui disent surtout la République aussi. À demain les amis.